J'ai disposé sur la nappe de Vichy rouge que vous connaissez bien les quelques produits et ustensiles nécessaires à mon petit déjeuner. Enfin nécessaires, s'ils n'étaient pas là on ferait sans. Si le petit déjeuner n'était pas là on ferait sans aussi, n'est-ce pas? Un petit bol de grès bleu de fer. Une cuillère en argent. Non, je n'ai pas d'argenterie, je n'ai qu'une cuillère, que cette seule cuillère. En plaqué, je suppose. Oui, parce qu'il paraît que l'argent colloïdal va être interdit, évidemment. Si c'est efficace, si c'est sans danger, si c'est d'un usage immémorial, ce sera tôt ou tard interdit à terme. Ou alors revendu d'une façon très contraignante. Mais plutôt qu'utiliser cet argent colloïdal qui est fabriqué, demande des contenants en plastique, du transport, etc., une seule cuillère en argent peut vous faire toute la vie. Elle fait même toute la famille, c'est dire. Il y a l'opinel aussi, pour faire les tartines. C'est-à-dire aussi bien les couper que les tartiner. Le couteau qui sert à tout. Le couteau. Tout comme la cuillère, je n'ai qu'un couteau. Bon, il est vrai que je l'ai en plusieurs exemplaires. Oui, parce que je les perds. Enfin, je ne les perds pas. La preuve, je les égare. Dans une poche, dans des poches de pantalons que j'ai accrochées derrière une porte. Et je ne regarde même pas les poches. Bref, je cherche partout mon opinel, je ne le trouve plus, je me décide à en racheter un. Et peu de temps après, je retrouve le précédent. L'opinel est un excellent couteau. Fleuron de l'industrie française, de l'industrie artisanale, enfin comment dit-on, de la petite industrie familiale. Mais il est un peu fragile, et il finit par s'user. Donc c'est pas un couteau qu'on a à vie. Non, c'est pas comme la cuillère. Bien sûr, je vous conseille de le prendre en lame carbone. En véritable acier, pas en inox. Oui, l'inox est un alliage avec des trucs dedans. Et dans l'acier carbone, il y a de la fonte. Enfin bon, c'est tout un truc, l'acier. On en avait peut-être déjà un peu parlé. Donc l'opinel carbone rouille. Ah oui, il ne faut pas le laisser dans la vaisselle ou quoi. De toute façon, un couteau de poche ne se lave pas vraiment, il s'essuie. Il s'essuie, un petit coup d'éponge, puis on l'essuie sur le pantalon. Quand c'est un pantalon de travail, évidemment. Et on le remet dans la poche. C'est comme les outils de jardin, on ne les laisse pas dans l'eau normalement, mais on s'en sert tout le temps. Donc ils se dérouillent à l'usage. Sinon, ils rouillent, oui. Mais la lame acquiert une très belle patine, d'un gris froid, nuancé de brun chaud. Ah oui, c'est magnifique. La forme aussi est exceptionnelle. La forme de la lame, ouais. La proportion. Je parlais de la lame en carbone. La lame en carbone, cette lame, elle est un peu fragile. Mais déjà, elle est très très fine. Ce qui permet de réaliser des petits travaux avec, à toutes sortes. Moi, je m'en servais même pour la pointe, pour sculpter, modeler, sculpter de l'argile. Vous savez, ces petites marionnettes d'argile, tout ça. Quand je faisais des trucs spécialement fins dans les visages, je m'en servais comme ça, tenant un peu comme un crayon. Sinon, oui, on s'en sert à tout. Pour la vannerie, pour tout un tas de petits usages, même très précis. Éplucher. Oui, éplucher une pomme, parce que la lame est fine. Donc comme elle est fine, elle n'est pas très très solide. Ouais, j'en ai cassé un comme ça. Faut pas s'en servir pour faire levier. Interdit. Sinon c'est un très bon couteau. Même refermé dans la main, c'est presque un talisman. Du bois, du métal, un poids parfait et une forme tout à fait ergonomique. Opinel. Français. Savoie, c'est ça. Et puis j'ai cet exemplaire, copie moderne d'un appareil plus ancien des années 40 ou 50, un petit grille-pain. Oui, quand j'ai de nouveau habité, non, je crois que c'était ici, c'était pas dans un appartement puisque je me débrouillais autrement pour le pain grillé. Comme mon poêle est un peu trop grand pour qu'il chauffe vraiment, vraiment beaucoup, suffisamment pour faire griller le pain. Je veux dire, dès le matin, quoi. Je chauffe pas à pleine blinde tout le temps. Je devrais, en fait. Puisque le poêle est fait pour, même. Eh bien, je n'arrivais pas à griller mon pain et j'ai résisté pendant des années, m'interdisant d'acheter tout appareillage électrique. Comme par exemple un aspirateur, un fer à repasser. Un aspirateur, j'ai horreur de ça, j'ai pas de mal à m'en passer, mais le fer à repasser, j'en ai acheté un pour 2 € au Secours Populaire.
non, catholique, pour repasser mes tricots. Pour la même raison, parce que mon poêle ne chauffant pas assez, je ne peux que rarement me servir du petit fer en fonte qui est là sur l'attaque du poêle. Ça fait un peu de masse en plus pour la chaleur, mais je peux rarement m'en servir, il chauffe rarement assez. Et vous qui appréciez mes tricots, il faut que vous sachiez qu'ils sont tous repassés. Ouais. Bref, donc je me suis acheté ce grille-pain. Ouais. Premier prix, le truc qui tient le moins de place et la technologie la plus intéressante. Une petite résistance sur une feuille de... On ne sait pas, là je crois que c'est du métal. Sur certains modèles c'était de l'amiante, mais maintenant il paraît qu'on n'aurait plus le droit. C'est Moulinex, donc tout en confiance. Et puis, donc c'est un truc vertical, avec une résistance entourée de 2 grilles verticales, et puis une petite barre fil de fer, avec une espèce d'effet de ressort qui maintient le pain, généralement les toasts, 2 toasts on pourrait dire, c'est fait pour, sur les côtés de cette grille. Donc on peut mettre 4 toasts de chaque côté. Ma grand-mère avait un truc comme ça, mais d'un modèle vraiment d'époque, avec, il était beau, c'était un toaster, il était peut-être à peine plus petit, mais un peu plus compact. Et puis, au lieu que ce soit une petite barre de métal qui tienne les toasts comme ça en leur milieu, plutôt au tiers du bas, c'était tout un capot de métal qui se refermait autour des deux fois 2 toasts verticaux, qui grillaient à la verticale, là, le long de cette résistance. Et il y avait un effet comme ça en arrondi, un effet d'arrondi, et on ouvrait de part et d'autre ces 2 capots là, ces 2 carters, par un petit bouton, même un grand bouton, en tournant d'un côté. Alors le bouton était situé sur le flanc, le pignon du machin. D'un côté, ça ouvrait d'un côté, et puis ça refermait en le mettant à 0. Et puis, tournant de sens inverse, ça ouvrait l'autre. Alors c'était pas clac, 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 c'était souple, tout était souple. Et c'était souple, c'est très intéressant, parce que quand on ouvrait d'un côté, on ouvrait complètement, on déployait ce petit capot là. Figurez-vous que au début je ne le savais pas, moi j'étais comme une abrutie, je tournais les tranches de pain, mais non pas du tout. En fait, avec un petit mouvement souple du poignet, tout en ouvrant, la tranche glissait. Oui, on ouvrait bien, pas juste un peu, pas à 45 degrés, on ouvrait complètement et le bas de la tranche glissait, et donc le côté qui s'était retrouvé face au grill se retrouvait face au capot, il n'y avait plus qu'à fermer, et le côté non grillé se retrouvait plaqué sur la résistance. Et on faisait comme ça pour l'autre côté. C'était génial. Et d'un design très élégant, un dessin très élégant. C'était des bons plastiques. Alors le bouton était blanc, et sinon tout le reste était noir. Mais voyez ce genre de plastique qu'on faisait à l'époque, des plastiques lourds, des bakélite. Là, je pense que c'est une réédition d'un modèle plus ancien, mais la petite tôle polymiroir est très légère. Les petits plastiques qui encapuchonnent les bords de la petite barre là, pour la manier sans se brûler sont vraiment du léger. Et les côtés aussi sont vraiment légers. En 2 mots, c'est un peu de la merde, mais il a l'avantage d'être très simple. Le plus simple possible. Il n'y a pas de capot, il n'y a rien, tout est à vue, donc c'est bien aussi, c'est plus facile pour enlever les miettes, bref. Mais question élégance, il y aurait un effort à faire. L'effort a été fait, à l'époque. Plus on approche de notre époque, plus il faut que ce soit efficace, avec une soi-disant esthétique de la simplicité du dépouillement. Mais c'est pas vrai, ce truc-là, il n'est pas si dépouillé que ça, mais il n'est pas beau. Alors que celui de ma grand-mère, je sais pas combien d'années séparent les deux, mais il était beau. Et il était bien fait. Le métal des capots n'était pas léger. Maintenant, pour trouver cette qualité, il faut acheter des marques de riches. Mais avant, il n'y avait pas de marque de pauvres, il n'y avait pas de merde pour les objets technologiques ou électriques. Regardez une machine à coudre, à pédale, ou même des années 60, vous savez, avec la peinture martelée et tout ça. Toutes les parties en métal, elles sont extrêmement bien conçues. La mécanique est sans défaut. Toutes les parties en bois, c'est extrêmement bien réalisé. Oui, le socle, c'est du bois. Montage queue d'aronde, enfin c'est exceptionnel. Tout est bien fait.
Les décalcomanies sur les vieilles singères, tous les modèles sont différents, des rinceaux de fleurs, de feuillage, des acanthes, de l'or, mais discret. Et ce petit mécanisme magnifique que nous avons vu à plusieurs reprises, ce mécanisme de remplissage de la canette avec une petite pièce cardioïde. Mais je vous assure, messieurs, qui appréciez la mécanique, que quand je remplis la canette avec ce mécanisme-là, que je la vois se remplir, bon pas là actuellement parce que la machine que j'ai n'a pas ce mécanisme-là, mais sur l'autre, la petite que je vous avais montrée à manivelle, quand j'actionne ce mécanisme de remplissage de la canette, c'est véritablement une jouissance mécanique. Oui, c'est beau, c'est satisfaisant à utiliser. Et la machine à pédales, c'est satisfaisant à utiliser. La machine électrique, effectivement, il n'y a pas cette contrainte quand on s'est arrêté pour un passage difficile ou gérer la présence des épingles pour ne pas casser l'aiguille, tout ça. Il faut relancer à la main. Donc, si on avait besoin des deux mains pour bien plaquer le tissu, c'est quand même un coup à prendre, ça ne va pas tout seul. Mais c'est beaucoup plus satisfaisant. D'être soi-même la force motrice et de maîtriser le mouvement, la souplesse, le rythme, tout ça. Je ne vais pas vous l'apprendre, messieurs. Hein. Maîtriser le rythme de l'action. Hein, ça vous parle peut-être. Oui, c'est plus satisfaisant, oui. À chaque fois que j'enlève un niveau de technologie, un écran de technologie entre moi et les objets que je manie, je retrouve une certaine somme de jouissance de l'instant présent. Quand les gens me disent « Ah mais prends un économe pour éplucher », mais un économe, moi ça me fait chier. Ça me gave. Ma grand-mère, avec ses petits couteaux tout usés par un meulage inapproprié, mais ces petits couteaux d'excellente facture, avec un très bon manche en bois dense, comment ça s'appelle, le clou là qu'on met dans le... Bon bref, et la lame, tout ça. Elle avait des très bons couteaux, et je la voyais éplucher ses pommes, tout ça, sur son tablier, enfin... Et j'aimais ce geste. J'ai toujours aimé voir la main de l'homme au travail, que ce soit une main masculine ou une main féminine. Je me suis nourrie et inspirée de ça. J'ai regardé les mains de mes grands-mères. Je n'avais pas de grand-père à regarder travailler, et mon père... universitaire ne bricolait qu'exceptionnellement, mais j'ai adoré le regarder faire. Il avait quand même un établi avec tout un petit outillage. Bah oui, pour bricoler des étagères, des trucs comme ça. Bon, peu, hein, trop peu à mon goût, hein, mais j'ai toujours regardé les gens qui travaillaient de leurs mains. Dès que j'en ai l'occasion, bah c'est comme ça qu'on apprend. Seules les mains des hommes qui travaillent sont véritablement intelligentes. Intelligentes, sensibles, fines, agréables à regarder, qu'elles soient abîmées ou non, déformées ou non. Les mains habiles sont des mains espiègles, créatives, puissantes, ou délicates, hein, des mains de brodeuse bien sûr. J'en étais au couteau, n'est-ce pas? Et aux tartines. À présent, il faut beurrer les tartines. Ces tartines dûment grillées. Alors pour moi, le pain grillé, c'est du pain brûlé. Oui, mon père aimait ça, ma grand-mère aimait ça, et le goûter de mon père, quand il était petit, bon, c'était quand même les années après-guerre, hein, il n'y avait vraiment rien. Et puis, il venait de ce milieu paysan quand même très, très simple et très, très frugal. Son goûter, c'était du pain, ce qu'ils appelaient du pain grillé, ce qu'appelaient ma grand-mère et mon père du pain grillé. Eh bien, c'était du pain sec, rassis et repassé au grill ou à la poêle, enfin, jusqu'à en être noirci. Et c'est comme ça que je mange mes tartines. Ah, t'as brûlé les tartines. Ouais, elles sont sèches, elles sont brunes. Même un peu de noir, des fois un peu de charbon. Non, le charbon de pain n'est pas dangereux, c'est le charbon de viande, de protéines qui est dangereux et cancérigène. Cancérigène, bref. Mais non, le charbon végétal, au contraire, c'est le truc qui absorbe les gaz et les toxiques dans les intestins. Vous voyez, on vous fait toujours passer un truc pour un autre. Non, charbon suractivé, c'est quoi? Le charbon végétal. Bah, le pain, c'est quoi? Bah, c'est du végétal.
c'est du pain que j'ai fait. J'avais pas de levain. J'allais pas en commencer un dans cette maison glacée, froide, parce que le levain ne démarre pas. Il pourrit avant de développer. Bon, bref. Donc j'avais de la levure. Donc c'est du pain à la levure. Ouais, il monte comme il peut, mais je m'en fiche. Ça me fait du pain. Je devrais peut-être pas manger de pain, mais j'aime bien les tartines. Ouais. Gluten, lactose, caféine. Mais aussi parce que ça me ramène à des temps plus anciens. Les gens qui sont venus chez moi récemment, ou qui me prennent en stop, qui me voient un peu, je leur dis, moi, chez moi, c'est les années 60. Moi, c'est comme ça que je veux vivre. J'en ai plus rien à faire. Oui, mais il faut ci, il faut ça. Non, les gens à qui je parle, qui sont réceptifs, ils arrivent à comprendre que on en a ras la casquette de toutes ces contraintes, que la technologie implique le contrôle. Le Linky, le machin, le truc, et faites vos déclarations d'impôts sur Internet. Il y en a qui en ont marre. Le gars qui m'a pris l'autre jour, un éleveur, du bout de la rue, là-bas. Il dit, hier, il y a une femme qui est venue, une bonne femme, pour contrôler tous les passeports de mes bêtes. C'est sûr que le mec, il a que ça à faire. Elle est payée pour, bien sûr, c'est une fonctionnaire. Mais lui... Donc, il a fallu qu'il fasse... Ah oui, parce que les bêtes, elles ont des passeports, des papiers. Il faut contrôler les vaccinages, les ci, les ça. Ah, c'est pas de la rigolade, hein. Bah, sinon, les mecs ont des amendes et tout ça. Et la nana, le mec était indigné. Il dit... Et la bonne femme, elle me dit... Non, mais c'est pour vous aider. Voyez un peu la rhétorique ? C'est pour vous aider. Contrôle obligatoire, avec amende à la clé si tout n'est pas comme ils veulent. Mais c'est pour vous aider. Vous voyez tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour nous aider, là ? Mais à tout niveau. Tout niveau. Tout. Tout est interdit. Le reste est obligatoire. Mais dans tous les cas, c'est payant, les gars. J'ai tartiné avec du beurre cru. Ah, du beurre cru. Bah, pas pasteurisé. Du beurre, de lait cru. Bah, tant qu'à manger du beurre et avoir les vitamines du beurre... Bah, autant que ce soit du lait cru. Bah oui, parce que ce qui est pasteurisé et qui est laté, donc vitrifié, donc c'est plus assimilable. C'est dommage, hein. Puis on parlera du beurre clarifié une fois. Bah, il paraît qu'il n'y a que les éléments végétaux dedans, donc c'est très très bon pour la santé, mais c'est pas bon, hein. Voilà, parce que ça n'a plus le l'onctueux du beurre, ni le goût. Alors peut-être pour d'autres choses, c'est pas mal. À titre de médicament. Que ton aliment soit ton médicament. On peut même le faire cuire du coup. Non, le beurre aussi, vous me direz, mais il est toxique. Mais le beurre clarifié, vendu désormais sous l'appellation ghee, G-H-2-E. Ouais, ça vient des Indes, tout ça, mais je vous ai déjà dit plein de fois, hein, dans les anciens livres de cuisine, le beurre clarifié, ça existe. Nos grands-mères connaissaient ça, hein. Elles le faisaient. Tout le monde a tout oublié. Tout le monde est en train d'oublier. Le processus d'oubli est un processus profondément lié au mental humain et qui est tout à fait soutenu par toutes les idéologies ambiantes les unes les autres et qui est désormais galopante. On oublie que l'hiver c'est pas ça, que les nuages c'est pas ça, que la nourriture c'est pas ça, que les relations c'est pas ça, que la maladie c'est pas ça. On oublie tous les tours de main. On oublie les noms des choses, on est en train d'oublier le français. Les gens ne parlent plus qu'une espèce de charabia, de verbiage franglais. Au lieu d'utiliser le mot français, le reset, oui, la réinitialisation, la remise à zéro. Il y a des mots français pour tout. Alors comme les gens ne maîtrisent pas l'anglais, je le dis à chaque fois, hein, mais ils ne maîtrisent pas non plus le français, ils ne savent pas que c'est le strict calque l'un de l'autre. Non, mais ça veut dire un peu autre chose. Dans leur esprit, ça veut dire autre chose parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est plus flou, comme si l'anglais portait des notions qui sont totalement inconnues en français. C'est le cas, mais d'une façon extrêmement marginale. Extrêmement marginale. Il y a toujours... J'ai dit un calque, c'est pas tout à fait un calque. Un calque, c'est quand c'est Sky, my husband, ciel, mon mari.
c'est quand on calque exactement le mot à mot. Non, c'est pas le calque que je voulais dire, c'est la traduction d'usage. Vous vous rendez compte que pour traduire une langue, notamment l'anglais, qui est une langue très très pratiquée, très, très parlée, très entendue, il suffit de taper dans un traducteur automatique. Pour calculer, les feuilles de calcul informatisées, vous calculez ça toute seule. Une amie qui a été secrétaire et comptable et tout ça, elle faisait tout ça, c'était son travail, et maintenant pour tenir son budget à la maison, elle le fait sur une feuille de calcul, donc elle dit c'est pratique, il n'y a pas à calculer. Oui, mais à force que ce soit pratique et qu'il n'y ait pas à faire, eh bien nous perdons nos facultés mentales, comme nous perdons nos facultés physiques. Et après on s'étonne. Mais ma grand-mère qui n'avait que le certificat d'études, et qui avait vraiment appris à parler le français à l'école, parce que elle, sa langue, c'était le patois. Déjà, elle parlait bien le français, elle l'écrivait parfaitement, sans faute, ni d'accord, ni d'orthographe, ni de rien, de conjugaison, rien, aucune faute, sans faute. Elle calculait de tête. Donc ces gens-là, ils avaient, dans le meilleur des cas, la double culture, ils avaient gardé leur culture du patois, c'est-à-dire de la part, intuitive et de tradition orale, et développer leur part mentale de raisonnement, de facultés cognitives analytiques, le langage, le fait de compter de tête. Ça, c'est une gymnastique mentale. Peut-être qu'ils n'étaient pas allés très loin dans la philosophie des mathématiques, mais vous croyez que de nos jours aussi. Alors il y a des gens qui nous prennent pour des abrutis parce qu'on s'intéresse à Poincaré, à la 4e dimension, tout ça, avec un état d'esprit synthétique créatif, et non pas l'état d'esprit qui prévalait à l'école. Donc comme eux n'ont pas pu sortir de ça, ils ne comprennent pas que nous, on n'a pas réussi à y rentrer, mais on ne s'est pas laissé rebuter pour autant par les mathématiques, et on va essayer d'en comprendre la beauté. Eux, la beauté des mathématiques, ils s'en foutent. Ils ne la voient pas, ils ne comprennent pas. Ils recrachent juste ce qu'on leur a enseigné, ils régurgitent ce qu'ils ont ingurgité, sans comprendre, sans aucune vision sur la chose. C'est dommage que ces deux parties de l'humain, du mental humain, ne communiquent pas souvent. Parce que ceux qui ont la prescience de la beauté mathématique n'ont pas toujours l'accès analytique, et ceux qui ont l'accès analytique, ça leur passe complètement au-dessus. Et puis il y a ce qu'on appelle les grands génies, ou les gens qui vont assez loin, ils ont les deux. Ils sont parfaitement fonctionnels au niveau de la pensée scientifique des sciences dures, mais ils ont la jouissance de la discipline. Ils ont l'accès au sentiment de la beauté. Ils en parlent bien eux-mêmes quand ils écrivent des livres, ou quand ils sont interviewés, je cherchais le mot, quand ils partagent une entrevue. Ouais. Ils accordent une entrevue. Ouais. Et j'ai pas parlé de la confiture. 9 €, 450 grammes. Ouais, c'est un prix, mais c'est fait par des gens d'ici. Mûre et framboise. Je l'ai acheté surtout parce que c'est dans un petit local qui s'appelle le Bio-Local, d'ailleurs, où il n'y a que des producteurs locaux et qui travaillent correctement. Et une amie m'avait offert un pot de cette confiture qui a fait mes délices, mûre et framboise. Celle-ci est plus gélifiée, l'autre était pas gélifiée. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont rajouté des trucs, s'ils ont changé. Ça ne tient jamais, plus rien ne tient maintenant. Ben oui, le coup de la confiture, c'est qu'il faut la faire cuire le moins possible si on veut garder toute l'eau. Ben oui, pour vendre de l'eau. Mais oui, parce que la confiture, ça réduit. Le sucre se transforme en même temps que l'eau réduit, c'est une transformation. C'est un mode de conservation classique, j'en parle tout le temps par transformation du sucre et évaporation. Mais si vous voulez faire du commerce, bah oui, parce que les temps sont durs aussi, mais il faut vendre l'eau. Bah oui, parce que mettons que vous avez 450 grammes, bon, disons, pas grammes, là c'est un pot on va parler en contenant, pas grammes, mais millilitres. Mettons que vous ayez 400 millilitres. 400 millilitres de flotte de sucre et de fruits, c'est pas mal. Mais si vous faites vraiment cuire comme il faut la confiture, vous n'aurez plus que 200 millilitres. Mais vendre 200 millilitres ou 400 millilitres, c'est pas pareil. Donc on met du gélifiant et trucs comme ça, et le gélifiant, il a pour but de garder toute l'eau. Et oui, c'est pas de la matière que vous vendez, c'est de l'eau gélifiée. Quel enfer, quel monde de merde. Bon, en tout cas,
j'ai acheté cette confiture parce que voilà, faut bien soutenir les gens qui travaillent, qui vitalisent le tissu local et gna gna gna. On y est allé hier et en fait, c'était très pénible pour moi parce que c'est éclairé avec des rampes, des lignes, des rubans de diodes électroluminescentes blanches. Mais elle n'est pas assez bien synchronisée. Alors dès qu'il y a un mouvement, vous vous servez de fruits ou de légumes dans votre sac, donc il y a vos mains qui bougent, et ce mouvement-là, moi j'en perçois l'effet stroboscopique. Donc dès qu'il y a un mouvement, il y a cet effet pour moi stroboscopique. Très très léger, imperceptible, mais qui me désaligne, qui me désorganise énergétiquement, mentalement, ça me fait disjoncter la cervelle, quoi. Alors on n'est pas tous sensibles à ça. Peut-être que notre mental ou notre esprit ne va pas à la même vitesse, suivant les uns et les autres. Je ne sais pas une vitesse de processeur, hein, pas une vitesse d'intelligence, mais une vitesse de perception. Et c'est insupportable, insupportable. Mais la plupart des gens ne le perçoivent pas. Et cet effet stroboscopique, il faudra qu'on en parle un jour ou l'autre, hein, mais il est inhérent aux diodes électroluminescentes. Et même si on ne le perçoit pas comme un effet désorganisant, comme je le perçois, moi j'ai dû sortir, hein, dès que j'ai fini mes achats et quand j'ai dû attendre mon ami qui était 2 personnes plus loin à la caisse, je suis sortie, hein, malgré le froid. C'est impossible pour moi de rester là-dedans. Et donc je pense qu'il y a un effet, même si on ne le perçoit pas, même si on est au-delà des 25 images secondes, 26, oscillations, tout ça, notre cerveau le perçoit, c'est impossible autrement, parce que c'est notre mental qui est lent, mais notre esprit, lui, il est très rapide, donc il enregistre et perçoit énormément de choses. Et ça, ce n'est pas une lumière vivante. C'est une lumière allumée, éteint, allumée, éteint, allumée, éteint. C'est du code. Ça hache nos perceptions, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. C'est un truc qui rend dingue. Mais a un effet vraiment tellement profond de nous, ça rend dingue à un effet homéopathique. Donc, nul étonnement que les gens soient de plus en plus bizarres, qu'ils soient de plus en plus programmables, parce que ça, c'est un effet hypnotique indétectable. Je m'étais dit que si on était suffisamment relié au vivant pour être dérangé par les choses qui ne sont pas vivantes, ce serait bien comme ça, on aurait un maître étalon qui est notre corps-esprit, qui nous ferait nous dire « non, je mange pas ça, non, je peux pas ça ». Non. Mais quand c'est le cas, c'est sacrément dur de vivre dans ce monde puisque tout est antinaturel. Par exemple, il y a beaucoup de sources lumineuses que je ne supporte pas, qui me désorganisent. Donc je suis obligée de sortir, ça me brûle les yeux, ça me rend malade, ça me file des migraines, des choses comme ça. Il y a les choses qu'on mange, il y a les choses... En fait, c'est impossible. Ce monde est arrivé à un niveau de dénaturation que ce qui est vivant en nous en est très profondément blessé, désorganisé, abîmé, je trouve pas le mot. Si, altéré. Et donc la seule solution, c'est pas une solution mentale, on est bien d'accord, hein, c'est une solution que le système biologique vivant, non vivant, hein, le double système qui est le nôtre. J'ai commencé une phrase, mais la seule façon pour le système de ne pas imploser, c'est de s'adapter. Donc de privilégier le non-vivant en nous. Et tous ces injections, et tout ce qui nous est proposé et imposé, les injections, le fait de changer notre éclairage à l'intérieur des maisons, changer l'alimentation, les insectes. Qui mange les insectes d'ailleurs? À part les oiseaux, d'autres insectes. Tout ça, et puis la saturation en particules magnétiques, en particules métalliques de l'air, tout ça, insectoïdes métalliques, hein. Oula, ça altère le vivant en nous. Ça nous hybride, si vous voulez. Nous sommes hybridés de plus en plus. Nous sommes hybridés transespèces. Oui, parce que notre alimentation n'est pas spécifique à l'espèce humaine, et de moins en moins. Nous sommes hybridés organiques, inorganiques, avec du métal. Les adjuvants des choses qu'on injecte aussi sont depuis très très longtemps, des sels d'aluminium. Ouais, un peu comme les trucs qui font des vapeurs violettes, là, ouais. Hybridé aussi, exobiologie. Alors exobiologie, c'est hors de la Terre.
Bon, si la Terre est une boule et il n'y a que des humains et des animaux dessus, alors ce sont des extraterrestres venus d'en dehors de l'espace. Mais peut-être c'est pas d'en dehors de l'espace. Mais c'est de l'exobiologie quand même, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec la biologie humaine. Ah, il y en a des traces. Elles sont tout le temps effacées, elles sont tout le temps suffisamment montées en épingle pour qu'on croie qu'elles sont fausses. Alors on ne sait pas la part du vrai et du faux, mais il y a quand même beaucoup de choses, des affaires qui sont étouffées dans tous les sens, de créatures non humaines, humanoïdes non humaines ou animales non conformes à tout ce qui se trouve de connu sur la Terre, etc. Donc il y a une hybridation à tout niveau. Et il y a une hybridation aussi vivant-non-vivant. Organique, inorganique, mais système vivant, système non-vivant. Là, on est arrivé, on peut dire, à... on a tout couvert, quoi. Vivant, non-vivant, terrestre, enfin extraterrestre, comment pourrait-on dire on va dire ça comme ça, hein. Exobiologie, quoi. Et puis transespèce, et puis transsexuel. Oui, la sexualisation binaire. Oui, je pense que tous les petits gris, on en a déjà parlé, ça, les gris. Les gris, ils n'ont pas de sexe. Les représentations de ces gris, hein, que ce soit des gens qui disent les avoir vus ou qui les ont vus en voyage astral ou intérieurement, ou les clairvoyants, nanana, ou toutes les représentations qui en sont faites dans le cinéma, les gris, hein, pas les autres. Les reptiles, les insectes, je sais pas, mais les reptiles, ils sont sexués. Dans le cinéma, je dis, mais les gris, ils sont pas sexués. Ils sont pas individualisés, ils sont tous pareils, et ils n'ont pas de sexe, ni mâle ni femelle. Il n'y a rien entre les jambes. Ni bite, ni trou. Non, ils se reproduisent pas, ils sont... Je sais pas, c'est peut-être tout simplement des robots, des clones, des trucs synthétiques, biologie synthétique. Biologie synthétique. Contradiction dans les termes. Bon courage les humains.